Je vais vous dire, pour vous décrire un petit peu la manière dont je vais présenter le thème, il y a une première chose, c'est une proposition d'une façon d'aborder les organisations. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez dans de grandes entreprises, de petites organisations familiales, à capital risque, etc. Il y a des tensions dans les organisations. Je vais préciser tout de suite le sens dans lequel j'emploie le mot de tension, qui sont intéressantes à regarder, qui font regarder les organisations comme des dynamiques. D'emblée, s'il y a une dynamique, il y a un mouvement, il y a donc éventuellement innovation, prise de risque et temporalité. Il n'y aura pas trop de théorie, mais il en faut un tout petit peu au début. Je précise, le mot de tension, je ne l'utilise pas dans un sens problématique, au sens de conflit, mais je l'utilise dans un sens médical. La tension qu'il nous faut pour être en forme, il n'en faut pas trop, mais il en faut un minimum. Ou dans un sens, m'a-t-on fait remarquer récemment, lors d'une rencontre avec des gens d'EDF, énergétique, il faut bien une tension électrique pour qu'il y ait de la lumière. C'est dans ce sens-là que j'emploie le mot ici. Les organisations peuvent être considérées comme des tensions. Ça veut dire des mouvements et des rééquilibrages permanents de déséquilibres tout aussi récurrents. Je vous en cite quelques-unes et je ne serai pas long pour qu'on ait le temps de rentrer dans les vrais points qui nous concernent. Mais vous savez tous, je prends la plus classique, qui est la tension entre la division des tâches dans une organisation et la coordination, laquelle tension a été pour la première fois explicitée en théorie des organisations par le très fameux connu Taylor. Je souhaite préciser en passant, et parce que ça va nous concerner aujourd'hui, nous avons cru avoir dépassé le taylorisme en tant que courant radical dans les années 30-40, quand on a découvert ce qu'on a appelé les relations humaines, le mouvement des relations humaines. En fait, on est en plein néo-taylorisme au niveau mondial. Et je pense que c'est très important de l'avoir à l'esprit. Le néo-taylorisme au niveau mondial s'exprime par une insistance très profonde, très puissante sur les process au sein des organisations. La formalisation des comportements, elle est nécessaire, elle n'est sans doute pas suffisante. Donc, comme exemple, division des tâches, coordination, c'est une mise en tension entre deux pôles qui sont contradictoires. Et il y a une tension sur laquelle moi je voudrais insister aujourd'hui, qui me semble tout à fait décisive, c'est qui est mentionné ici, qui est le rapport entre le court terme et le long terme. Je propose, et de temps en temps c'est utile, de caricaturer la tension de manière à repérer quelles questions elle pose et quels problèmes ça pose. Parfois, quand on n'est pas assez radical dans l'explicitation des questions, on ne repère pas le problème qu'on doit traiter. Et là, je pense que c'est utile d'aller jusqu'au bout. Proposition sur le court terme. Je suis assez convaincu, je me trompe peut-être, mais que chacune et chacun de nous, à court terme, sait tôt ou tard qu'on attend de lui ou d'elle, ou qu'il ou elle attend des autres, quelque chose que j'ai tenté d'indiquer ici avec quelques mots, mais en gros, une contribution qu'on va qualifier à l'oral, je dirais volontiers, maximale. On ne demande pas aux gens de contribuer de manière moyenne. Immédiatement, on ne demande pas aux gens de contribuer pour plus tard. Constamment, on ne demande pas aux gens de contribuer de manière maximale de temps en temps seulement, c'est tout le temps. Et quelque chose de supplémentaire qui joue un rôle très important à notre époque, de manière visible. En gros, actuellement, si quelqu'un est très compétent, mais de manière discrète, on estime qu'il ou elle est incompétent. Ce qui est un vrai problème, hein, c'est qu'il faut non seulement performer, comme on dit en employant un mot d'origine anglo-saxonne, qui n'est pas très élégant, mais en gros, il faut délivrer, on pourrait dire aussi, mais en plus, il faut montrer qu'on délivre, donc on a un double travail à faire. Ça, c'est le court terme. Je vais y revenir. Le long terme, je voudrais en dire une seule chose qui me semble très importante, résumer le propos à un point très très précis. Je vais prendre un exemple, j'ai évoqué EDF tout à l'heure, et du coup, je réutilise le secteur, si je puis dire. Quand on entend, et c'est fondamental évidemment, que EDF prend toutes ses précautions pour le retraitement des déchets nucléaires, et que la protection porte à 10 000 ans, je voudrais vous faire remarquer avec un peu de bon sens que ça ne veut rien dire au sens où, il y a peut-être des gens d'EDF parmi vous, mais j'insiste sur ce que je suis en train d'évoquer, ça ne veut rien dire au sens où 10 000 ans, c'est à peu près 3 fois l'histoire de l'humanité connue, au moins. On a 3 000 ans d'histoire à peu près connue. Il y a la préhistoire, mais je parle de l'histoire. Déjà, elle nous paraît gigantesque. Dans 10 000 ans, je ne suis pas certain qu'on puisse savoir de manière sûre ce qui va se passer. J'attire votre attention sur ceci pour dire quelque chose qui me semble de bon sens et qui est tout à fait fondamental, à mon avis intéressant à avoir à l'esprit. L'avenir, nous en parlons beaucoup parce que nous avons besoin d'en parler, nous avons besoin de nous orienter, nous avons besoin de prendre des décisions,
Nous avons besoin d'avoir des échéances, mais je souhaite attirer l'attention de tout le monde là-dessus. On ne le connaît pas. Or, on parle souvent comme si on le connaissait. C'est-à-dire, on ne le connaît pas, c'est une position méthodologique. Si on parle comme si on connaissait l'avenir, on est dans une erreur fondamentale de méthode. L'avenir n'existe pas encore. Et donc, on ne peut pas le connaître. On peut tenter de le projeter, on peut tenter de l'espérer, on peut l'espérer, on peut le craindre, on peut tenter de le formaliser, on peut tenter de l'anticiper, mais le connaître, c'est une erreur. Si on dit « je sais que, il va se passer cela », non. Ça n'est pas possible. Sur le fond, c'est faux. Alors c'est très souvent vrai parce que la probabilité d'une évolution de situation fait que on ne se trompe pas peut-être à la limite, mais moi je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on ne connaît pas l'avenir pour insister sur ceci. Le long terme, c'est l'avenir. Mais le long terme a lieu aussi dans 2 secondes. Au sens où dans 2 secondes, on ne sait pas ce qui va se passer. Et je vais vous donner un exemple dans un instant qui illustre, je pense, de manière assez remarquable ce point. Autrement dit, si on met en tension le court terme et le long terme, je crois qu'il est utile de mettre en tension ces 2 caractérisations du temps qui sont irréductibles au sein des organisations et actuellement très très prégnantes, en disant, si à court terme on demande aux gens de performer de manière maximale, immédiate, constante et visible, on leur demande d'assurer un contrôle minimum sur ce qu'ils font. Parce que quelqu'un qui veut innover, c'est-à-dire prendre des risques, tout en performant de manière immédiate, constante, visible et maximale, c'est quelqu'un qui est dans une contradiction fondamentale. Autrement dit, pour être sûr de délivrer à la demande au niveau d'exigence du court terme, il faut répéter des choses qu'on sait déjà faire. Alors que, si on veut se rapporter réellement, authentiquement au long terme, il faut sans doute travailler une attitude tout à fait différente qui consiste à dire « je sais accepter que je ne sais pas ». Et ça, je vous garantis que actuellement, ce n'est pas la culture. Même l'innovation, je force un peu le trait de manière provocatrice, mais on est là pour réfléchir ensemble, même l'innovation est saturée d'un discours convenu. Heureusement qu'il y a des matins comme celui-ci, c'est-à-dire la chaire Isis, pour aller vers des discours non convenus sur l'innovation. On est dans un discours extrêmement répétitif sur l'innovation. C'est contradictoire. Et donc, aller vraiment jusqu'au bout de la tension court terme, long terme, c'est aller à une tension contrôle, incertitude, mais une incertitude radicale que je vais encore une fois exemplifier maintenant. L'objectif, c'est quoi? C'est de regarder un petit peu quelle est cette tension du temps dans les organisations, qui est structurelle, et qui fait qu'à court terme, on aurait tendance à répéter ce qu'on sait déjà faire parce que ça permet d'assurer le contrôle minimum sur la performance, et d'un autre côté, on est bien soumis à une injonction qui du coup devient contradictoire, d'être complètement ouvert à ce qu'on ne sait pas encore faire. Et donc d'innover véritablement, de changer fondamentalement le fonctionnement de l'organisation. Donc si on regarde bien cette tension et qu'on se dit les organisations sont constituées de tensions qui mettent en évidence des contradictions comme le contrôle et l'incertitude, on repère que les acteurs, vous et moi, sommes soumis au jour le jour à des injonctions contradictoires objectives. On n'a rien demandé en gros, hein. Ça nous arrive tout seul, c'est comme ça. Il faut à la fois délivrer sous contrôle et être complètement ouvert à l'incertitude et au possible nouveau. Ça, c'est très difficile. Je souhaite creuser la question de savoir comment on fait pour gérer le risque propre à l'incertitude et être capable donc d'innover en situation où on a besoin d'être pourtant sous contrôle. Comment on tient ces 2 axes du temps, si je peux dire. Court terme, contrôle, long terme, incertitude, risque, innovation. Proposition de la réponse, avec 2 exemples entre-temps que je vais vous livrer dans un instant. C'est en marchant. Et je finirai tout à l'heure sur la métaphore de la marche. Je trouve que c'est très très intéressant de se demander ce qui se passe quand on marche. Et je vais y venir en 3e temps. J'espère que c'est assez clair jusqu'ici. N'hésitez pas si peut-être ça ne se fait pas peut-être de manière en principe sur l'organisation, mais s'il y a des insurrections et des scandales parce que l'expression n'est pas assez claire, vous me le dites. Pas pour l'instant? Allez-y. Alors peut-être... Pardon, bonjour. Sur la marche, ça me touche beaucoup ce que vous venez de dire. Ça me rappelle une phrase de Saint-Augustin qui disait « Avance sur ta route, car elle n'existe que par ta marche ». Et je trouve que ça fait écho à là où je crois que vous voulez en venir. Merci. Alors on verra, vous verrez, on va en parler tout à l'heure inévitablement, mais merci de la remarque. On y reviendra, si vous pourrez nous la redire tout à l'heure. Du coup, pas d'autres points pour l'instant, j'y vais. Les exemples.
Deux exemples qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le second vous paraîtra peut-être un peu iconoclaste. Je pense qu'il est très représentatif. Le premier est un exemple d'innovation dans le domaine médical. J'en avais étudié le déroulé en tant que consultant. Le deuxième est un exemple concernant le métier de pilotage d'avion. Et je vous précise tout de suite pourquoi je me permets le deuxième exemple. Les pilotes aiment dire « j'ai un bureau qui va à 900 à l'heure, je n'ai pas le temps de me tromper ou de répéter ». Je crois que toutes les entreprises, à notre époque, vont à 900 à l'heure. Autrement dit, la métaphore du pilotage, on parle de pilotage managérial ou de pilotage des organisations, je crois qu'elle est très pertinente. Premier exemple, je travaillais sur des innovations dans le domaine thérapeutique, sur ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux, et sur un cas de médicament qu'on a tenté de mettre en place. Ça n'a pas marché finalement, mais je vous raconte les circonstances de l'innovation. Et c'était très intéressant. Ce sont d'un côté un médecin travaillant sur les problèmes de rejet de greffe dans les situations de transplantation d'organes, et de l'autre côté un chercheur. Et ces deux personnes, je précise bien, je vais citer, sinon je ne m'exprimerai pas trivialement comme je vais le faire, mais ces deux personnes sont dans une réunion où ils s'ennuient. Pour l'instant, je reste correct dans l'expression. Et en s'ennuyant, ils se mettent à discuter entre eux. Et ils découvrent un médicament rien que par la discussion. Donc, le cœur de mon argument, c'est capital de s'ennuyer, de s'emmerder, je cite. De temps en temps, il faut être absolument sans rien avoir à faire et avoir une espèce de vague à l'âme. Et ça ouvre des écoutilles. Ce qui s'est passé, c'est que au fond de la salle d'une réunion où il s'ennuyait, donc, je reviens à l'expression non triviale, ce médecin et ce chercheur discutent sur ce qu'ils font chacun d'eux. Et le chercheur dit « Moi, je suis en train de travailler sur l'identification sur des lymphocytes T4, donc un certain type de lymphocytes, du lieu de fixation des anticorps. Donc j'essaye de repérer là où se fixent les anticorps. Et pour ça, j'ai un indicateur. Je travaille actuellement sur un anticorps monoclonal en tant qu'outil. Et je tente d'en suivre la trace pour repérer sur quel épitope, sur quelle partie de la cellule il se fixe quand il va la rejoindre. Ça, c'est le chercheur. Donc le chercheur cherche un lieu sur une cellule. Il est entendu par un médecin. Et le médecin sait que les réactions de rejet de greffe consistent dans ceci. Les lymphocytes identifient un corps étranger, sécrètent des anticorps qui vont rétroagir sur les lymphocytes, sur le lieu en question. Et en rétroagissant, vont provoquer la démultiplication de la cellule, des lymphocytes, lesquels lymphocytes vont réagir contre le greffon. Interprétation immédiate du médecin chercheur, mais médecin au CHU de Nantes, il dit « Mais ce que tu me décris là, qui pour toi est un outil technologique de laboratoire, pour moi ça s'appelle un médicament. Parce que si l'anticorps que tu cherches, enfin que tu utilises comme indicateur, se fixe sur l'épitope, sur la partie de la cellule sur laquelle se fixent en principe les anticorps pour rétroagir, en gros, qui va à la chasse perd sa place. Ça veut dire que je n'aurai plus la réaction, l'enclenchement de la réaction de rejet de greffe. J'espère que je ne suis pas trop confus dans la présentation de l'enjeu. Donc, en gros, une discussion fondée sur l'ennui, absolument gratuite, sans objet, peut devenir d'une efficacité formidable. Là, c'est là le sens de mon propos. Il faut parfois ne rien vouloir, et il faut parfois imaginer qu'on ne sait pas, mais simplement discuter gratuitement pour que l'inutile devienne absolument fertile, utile. Il n'y a pas du tout assez d'inutilité au sein des organisations. Et l'inutile, c'est une perte de temps, je pèse le mot. Dans les organisations prises dans le court terme, nous pensons tous tôt ou tard qu'on n'a jamais le temps et on ne veut surtout pas perdre de temps à en perdre. Et donc, on est de plus en plus le nez sur les guidons à courir après soi-même et éventuellement on loupe des occasions formidables. D'autant que l'incertitude fait peur. Deuxième exemple, et il faut que je finisse dans quelques minutes, donc je vais faire très très vite. Le deuxième exemple, et je pense... Pardon ? Ah, j'ai le temps encore, bah, tu me diras. Hein. Moi, je croyais que j'avais plus que 5 minutes. Ah bah du coup, on va prendre le temps, c'est formidable. On va être inutile, c'est délicieux. Ah, il y a une question. C'est un commentaire, il y a un exemple beaucoup plus célèbre, qui est l'invention du transistor, qui n'était pas évident à l'époque. C'était pendant la guerre, la Bell Téléphone s'interrogeait si elle devait virer ses chercheurs ou pas, mais comme elle gagnait de l'argent parce qu'elle vendait beaucoup de systèmes de communication, finalement, elle a décidé de garder ses chercheurs et elle leur a dit « cherchez ce que vous voulez ».
C'est comme ça que le transistor a été découvert. L'histoire des innovations est truffée de situations inutiles, non visibles, dont on ne sait pas du tout vers quoi elles vont déboucher, éventuellement complètement à perte. En gros, nous ne sommes plus dans cette culture, du fait, entre autres, du néo-taylorisme que j'évoquais tout à l'heure, et qui répond aux exigences du court terme. En gros, il faut avoir tout délivré pour avant-hier, et du coup, on court de plus en plus, comme j'évoquais, derrière soi-même. Deuxième exemple, très lumineux, et qui apparemment n'est pas managérial, mais je pense que c'est très très intéressant de regarder ce que le pilotage peut nous apprendre sur le management. Je crois que ça a été très fameux, tout le monde se souvient, en 2009, en janvier, ou en mars, pardon, à New York, un avion Ameri, avec un succès colossal, 155 personnes sauvées, alors que la situation était totalement compromise en apparence. Je vous la décris très vite, et je vous décris 2 points sur lesquels je pense très important d'insister. Décollage absolument de routine, tout va bien. Checklist impeccable, les passagers ne sont pas nerveux, tout va bien, ils ont été rangés par l'équipage comme il faut, etc. En pleine ascension, un vol d'oiseaux a la malheureuse idée de passer devant l'avion, à la fois pour les oiseaux et pour les moteurs. Les moteurs absorbent les oiseaux, les digèrent très mal, tout s'arrête. Ils sont en pleine ascension, plein poids, basse vitesse. Ils tentent de redémarrer les moteurs. Dans le cockpit, s'aperçoivent que ça ne marche pas. Le commandant de bord demande au copilote, regarde les protocoles. Et pour ceux et celles qui ne le savent pas, dans les cockpits, il y a l'équivalent d'au moins 3 bibles, évidemment dûment indexées, pour aller vite là où il faut, pour regarder ce qui est préconisé. Le copilote, très professionnel, répond du tac au tac. J'ai déjà regardé, il y a à peine quelques secondes qu'ils ont perdu le fonctionnement des moteurs. J'ai déjà regardé, il n'y a rien. Et c'est vrai qu'il n'y a rien. Il y a un protocole pour la perte des 2 moteurs en altitude, mais pas un protocole pour la perte des 2 moteurs au décollage. Et donc, il n'y a rien. Immédiatement, le commandant de bord parle à la tour de contrôle et dit quelque chose d'assez désespérant. Il dit, non pas on va amérir sur l'Hudson, la rivière, il dit « We will end up on the Hudson ». Alors, il garde le « up » en espérant qu'ils vont rester en surface de l'Hudson, mais il dit « We will end on the Hudson ». Donc, il ne sait pas très bien dans quel état ils vont y arriver. La tour de contrôle, dialogue de sourds tout à fait remarquable, répond sans aucune autre forme de procès. La piste temps est dégagée à LaGuardia. Autrement dit, c'est un ordre, revenez. Le commandant de bord néglige complètement la tour de contrôle, s'adresse au copilote et lui demande « Tu vois une autre solution ?» Sous-entendu la sienne. Et le copilote répond non. Ce qu'il y a de capital dans ce moment de questions et de réponses, c'est qu'à partir du moment où ils sont d'accord, les 2 membres de l'équipage dans le cockpit, commandant de bord et copilote, vont se diviser les tâches et chacun d'eux va faire ce qu'il doit pour préparer l'amérissage et en tenter le succès. Mais je précise tout de suite que, comme dans une innovation, ils ne savent pas du tout ce qui va se passer. Et les derniers mots du commandant de bord à l'équipage et aux passagers avant l'amérissage, c'est « préparez-vous à quelque chose de violent ». Autrement dit, ils pensent que c'est la seule solution possible, mais il n'est pas du tout sûr que ça marche. Autrement dit, il prend un risque gigantesque et il pense que c'est la seule possibilité éventuellement de sauver l'avion. Bonne nouvelle, après l'amérissage, il paraît qu'il a dit « Ah bah ça n'est que ça, on recommence en gros ». Mais ce qui est d'assez important juste à indiquer, ils ont 3 aéroports de secours et le copilote et le commandant de bord estiment qu'ils sont trop loin. Ils ont une autoroute, ils ne veulent pas massacrer les gens qui n'ont pas le temps de faire dégager. Et ils estiment tous les 2 qu'ils n'ont pas le temps de retourner à l'aéroport initial de départ. Et comme on les a attaqués après, on a dit que c'était des héros, mais on a aussi fait dûment un procès parce que ça coûte cher de récupérer un Airbus de l'eau. Eh bien, on a fait une simulation et en effet, avec le poids, la vitesse, l'altitude, la position de l'avion, ils auraient fini leur route sur Manhattan. Autrement dit, ils ont eu raison de désobéir. Du coup, de cet événement créatif, autrement dit, le long terme que je vous évoquais dans 1 ou 2 secondes, je pensais à cet exemple. Ce que j'appelle le long terme, c'est l'incertitude. Il peut se passer n'importe quoi, n'importe quand dans une organisation. Si on ne prépare pas les gens à être capables d'encaisser ce qui est absolument imprévisible, on pourra encore moins innover. Autrement dit, travailler de manière fondamentale le rapport au contrôle d'un côté et le rapport à l'écoute de ce qu'on ne sait pas encore de l'autre est quelque chose qui favorise de manière tout à fait fertile la capacité d'inventer des solutions alors qu'on ne sait pas à quoi il faudra les rapporter. Il existe en théorie des organisations une manière d'analyser les décisions que je trouve catastrophique, qui consiste à dire on a plein de solutions et donc il faut inventer les problèmes pour utiliser les solutions.
Et le pire, c'est que c'est vrai. Et moi, je tente de souligner pour vous, il vaudrait mieux qu'on ait plein de problèmes, mais les bons. Et que là, on invente les solutions. Et je crois que c'est inverser les priorités du court terme et du long terme. Alors, j'en viens à la marche, et pour le coup, je vais m'arrêter bientôt. La marche consiste à dire ceci. Les organisations fonctionnent toutes sur la base de routines. Et bonne nouvelle, plutôt, il faut des routines. Je vais vous faire remarquer ceci, c'est que si nous devions inventer sans cesse ce que nous avons à faire sur tous les plans, tous les jours, on ne pourrait pas. Philosophiquement, on pourrait dire c'est ontologiquement impossible, existentiellement insupportable, et mécaniquement, ça ne peut pas se faire. Donc il faut qu'on répète des choses de manière routinière, réflexe. Et répéter des choses de manière routinière, réflexe, ça revient au court terme, rappelez-vous. Dans le cas du court terme, donc de cette manière du temps d'être très condensé, on fait ce qu'on sait déjà faire. Et c'est excellent. Et les routines, bonne nouvelle, émergent d'elles-mêmes parce qu'à force de répéter des opérations, on finit par les connaître de manière réflexe. Exemplairement, faire un checklist dans un cockpit, faire une opération chirurgicale qui marche bien, faire une passation de comptable, etc. C'est des choses qu'on sait déjà faire, on n'y pense plus, comme conduire une voiture. À force de l'avoir fait, on se débarrasse de devoir apprendre à le faire. Et donc on a une masse de connaissances, là la métaphore de la marche commence, on est posé dessus. On est posé sur une masse de connaissances gigantesques qu'on ne voit plus parce qu'on n'y pense plus, on n'a plus besoin d'y penser. Et on peut se réserver la capacité d'improvisation et d'ouverture et d'écoute pour les moments nécessaires, qui sont aussi constants. Et ce qui veut dire qu'une organisation est à la fois posée sur ce qu'elle sait déjà faire, mais qu'elle se cache à elle-même. Remarquez donc, quand on est posé sur ses pieds, on cache dessous. Et donc pour voir qui on est, pour bien comprendre, pour ouvrir l'esprit, pour ne pas être le nez sur le guidon sur le court terme, il faut se déplacer. Et très souvent, quand on se déplace, on regarde où on était, on se juge, et on dit « Oh, j'étais naïf à l'époque !» Et on oublie qu'on est de nouveau quelque part. Donc on est de nouveau encore plus naïf. Et pour éviter cette naïveté beaucoup plus profonde que la première, il faut continuer à marcher. Ça veut dire que le seul moyen pour une organisation de rester vivante, à la fois de se poser sur un savoir-faire qu'elle connaît déjà, et en même temps de rester complètement ouverte à des choses qui peuvent advenir n'importe quand, bonnes ou mauvaises. Mauvaise, il faut être vigilant. Bonne, il faut savoir saisir sa chance. La seule manière de le faire, c'est de faire ça. Et je voudrais finir mon propos introductif en disant « Marcher, c'est très risqué, parce que c'est d'abord tomber. » Et je souhaite faire remarquer que bébé, je m'excuse d'évoquer cet état pour tout le monde ici, mais nous avons tous été bébés, eh bien quand nous avons appris à marcher, nous ne savions pas qu'il y avait un sol. Autrement dit, la peur archaïque fondamentale, le cauchemar de tomber infiniment, on l'a tous connu, et on a eu le courage quand même de marcher. Je crois que c'est ça qui s'appelle la vraie innovation. On va peut-être passer du coup maintenant à la suite pour voir comment on marche dans les organisations, et comment à la fois on a des routines, des savoir-faire, des compétences éprouvées, et en même temps comment on ose commencer ce qu'on ne sait pas encore faire.